Je ne sais pas si on... Alors, nous, on a Qualitaire, mais avec l'ADEME, on a fait une étude sur les données 2011 et 2009 pour essayer de voir comment avancer la démarche Green IT cette fois-ci dans les entreprises et surtout dans les collectivités, puisqu'on avait des données 2009 sur les collectivités. Donc, on a essayé de recroiser les données en refaisant une photo en 2011. Et on s'est aperçu de deux choses. Alors, deux choses principales par rapport au sujet qui nous intéresse ce soir et par rapport à la question, c'est que déjà les entreprises progressent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Il y a en tout cas des entreprises, c'est un sujet qui est inscrit en tout cas dans les DSI qu'on a intégrés. Est-ce que vous avez mesuré les raisons pour lesquelles ça progresse? Est-ce que c'est de la gestion et que toutes ces entreprises sont obligées de gérer à fond? Ou est-ce que c'est l'ère du temps qui fait que... Alors, il y a deux raisons en fait. Deux raisons, c'est que les entreprises et l'administration qui se veut exemplaire il y a beaucoup d'administrations qui s'inscrivent dans des plans climat, etc. Des démarches qui vont effectivement améliorer leur niveau RSE au sein de l'organisation. Donc ça, c'est un premier point, c'est l'État exemplaire. Donc ce qu'on mesure là, il y a effectivement cette démarche-là. Pareil pour les entreprises, c'est-à-dire que les entreprises, de plus en plus, par rapport à leur image, ont vocation à développer ce type de démarche, de manière générale. Mais ce qu'on remarque aussi, le principal levier, il ne faut pas se voiler la face, le principal levier d'une démarche Green IT d'entreprise, c'est l'aspect économique. Donc tant qu'il n'y a pas l'économique, l'environnemental c'est bien, mais si c'est au détriment d'un coût important pour l'entreprise, ça ne se fera pas. Alors c'est important, c'est très bien que ce soit un ressort économique, parce qu'au fond, c'est le premier. Est-ce que c'est aussi lié à cet effondrement qu'on perçoit bien, hein, des modèles économiques et qu'il faille en inventer d'autres ou pas, à votre avis? C'est décidément de la gestion et tout va bien? Je pense qu'il y a de plus en plus de signes qui nous montrent que ce type de démarche prend du sens dans notre société. Que ce soit humainement, je pense on ressent de plus en plus de choses qui nous guident vers ce type de démarche plus équilibrée. Pas uniquement l'aspect financier, mais également des indicateurs extra-financiers. On parlait de Bicorp tout à l'heure aux États-Unis. Il y a des choses qui se mettent aussi en place en France. Je peux prendre, peut-être que Martin en parlera, mais chez Logica, il y a une démarche de mise en place d'indicateurs qui a été réalisée pour l'ensemble des managers pour les incentiver financièrement sur la réalisation d'objectifs qui n'étaient pas liés, je dirais, à un objectif financier ou un objectif de réalisation de production, mais à un objectif environnemental. Donc c'est vrai qu'on commence à voir arriver des choses dans les organisations françaises. Quand vous parliez l'un et l'autre tout à l'heure des prises de conscience, et surtout vous, c'est la conscience de la responsabilité sociale de l'entreprise que vous appeliez RSE tout à l'heure? Tout à fait, oui, c'est bien ça, c'est bien la responsabilité sociétale des entreprises. On commence à voir alors bien sûr, il y a un référentiel qui arrive, c'est l'ISO 26000, qui est assez récent, il date d'1 an et demi, donc il va commencer à arriver. C'est un référentiel de bonnes pratiques sur, on va dire, un pilotage plus équilibré des organisations. Et on commence à voir aussi des labels qui arrivent. Je pense que tout à l'heure, on en parlera sur ce sujet au niveau de l'IT, mais il y en a un qui existe au niveau national qui s'appelle le label BUCI, qui permet on va dire, de labelliser l'entreprise au niveau de sa démarche RSE. Donc il y a des choses qui arrivent aussi au niveau national, et ce n'est pas réservé uniquement aux grandes entreprises. La plupart des entreprises qui postulent à ce type de label sont de tous azimuts. Il peut y avoir des grandes banques, il peut y avoir des petites sociétés, d'industriels, de services, donc c'est pas réservé, on va dire, à des catégories d'entreprises. Et juste pour finir, alors effectivement, sur la corrélation avec la taille de l'entreprise, dans le cadre de l'étude qu'on a réalisée donc avec l'ADEME, on s'est rendu compte que finalement, la taille de l'entreprise n'était pas un facteur de corrélation avec la maturité Green IT. C'est-à-dire que, voilà, on peut très bien être une petite structure, et finalement, on se rend compte que, on a autant de moyens d'agir. Alors peut-être que c'est moins visible, peut-être que c'est un peu plus dilué dans l'organisation, on n'a peut-être pas un responsable du développement durable ou un responsable du Green IT, mais bien sûr, les actions, on peut les mener, peut-être parce qu'on est plus près aussi de la direction générale ou des décideurs. Petite entreprise, ça va jusqu'à la TPE? Ici, on n'était pas sur la TPE, mais on était par exemple comme on était sur des organisations, on était sur des mairies, peut-être de 30 000, des collectivités de 30 000 ou entre 20 000 et 30 000 pour les plus petites en tout cas. Voilà. Habitants. Alors, maintenant qu'on a vu ça, quel est le champ d'expansion, quel est le puits business de cette affaire, du green et de l'IT? C'est phénoménal, je suppose. Les chiffres que vous avez cités tout à l'heure, et c'est vrai que je n'ai pas insisté sur l'aspect économique, c'est vrai qu'on n'avance pas actuellement, mais ça peut être conscient. On ne met pas en place de Green IT s'il n'y a pas un retour sur investissement derrière. Ça c'est clair, c'est un plus,
Pour l'instant, actuellement, on n'est pas capable de mettre en place des actions sans cette partie ROI. Et heureusement, le retour sur investissement, il est très important. Dans mon domaine, sur la partie data center, par exemple, là j'étais chez un gros prospect qui distribue le courrier un peu partout en France. Ils ont des data centers importants et on leur a calculé le coût potentiel de la consommation électrique sur une partie de leur data center, ça représente c'est 1,5 million d'euros par an de consommation électrique. Et si on réduit de 30%, le chiffre est assez évident en fait. Et donc il y a beaucoup de leviers comme ça, et même sur des plus petites structures, dans les moins gros data centers, il y a quand même des retours sur investissement très rapides. Bon, c'est ce qu'on attend. Alors, Nicolas Tranchon, vous allez prendre le micro. Vous êtes vous directeur associé de Transway. Bonsoir. Vous allez nous expliquer ce qu'est Transway. Je vais essayer, parce qu'en général, on me dit qu'on n'a pas compris ton truc. Bon, je clarifie un petit peu au fur et à mesure des années. Ça fait déjà quelques années qu'on a créé cette entreprise avec mes associés. Vous vous présentez comme un déclencheur d'écomobilité. Alors le terme c'est ça, c'est déclencheur d'écomobilité. Donc il y a deux termes. Vous voulez faire marcher les gens, quoi. Ça fait partie de la démarche, si je puis me permettre. J'ai créé cette entreprise il y a 4 ans sur un concept et une idée. Il faut récompenser l'écomobilité comme on récompense quelqu'un qui prend l'avion ou le train. Voilà. C'est très simple. Quand je prends l'avion, j'ai des miles. Quand je prends le train, j'ai des smiles. Et finalement, quand je fais du covoiturage, de la marche à pied, du vélo, du transport en commun, j'ai rien. Et ben nous, on a inventé un point qualifiant. Ce point s'appelle le Soleios. Et à chaque fois que vous me dites que vous faites du covoiturage, du vélo, de la marche à pied, du tram, et ben je vous donne des bons points. Alors vous allez me dire, c'est bien cette histoire, mais qu'est-ce que j'en fais des bons points? Alors, comme Martin le disait juste avant moi, puisqu'il a participé d'ailleurs à l'expérimentation qu'on avait conduite avec le soutien de Nantes Métropole, ces bons points, c'est un outil de mesure, c'est tout simple. À partir du moment où je mesure ta mobilité et ton écomobilité, et que je la récompense, j'en tire un indicateur, et cet indicateur, je le vends. Voilà, c'est tout bête. Je le vends à qui? Vous allez me dire, c'est le deuxième versant du dispositif. Je le vends au chef d'entreprise pour améliorer son plan de déplacement d'entreprise, et je le vends à la collectivité pour améliorer son plan de déplacement urbain. Voilà. Alors vous allez me dire, tout ça c'est bien gentil, mais pourquoi est-ce que la personne va me dire comment elle vient? Il faut qu'elle en tire un profit, un intérêt. Et bien ces points Soleios, elle va les échanger contre des cadeaux. Voilà. Je continue le schéma. Pourquoi est-ce que et qui va payer ces cadeaux? Finalement, où est le modèle économique de tout ça? Je reprends ce que disait Martin juste avant. À partir du moment où je mesure, à partir du moment où j'optimise, moi, chef d'entreprise, je fais une économie de foncier pour le parking, de voitures de fonction pour mes collaborateurs. Quand ils viennent en vélo, ils n'utilisent pas la voiture de fonction. Je vais vous donner un exemple qui illustre parfaitement le sujet. On accompagne un grand siège social au bord du périphérique parisien, je ne citerai pas, c'est un éditeur logiciel international. Il a 1500 collaborateurs sur ce siège, il a 1100 véhicules de fonction, ça vous parle, hein, et il a 468 places de parking. Là, il y a un problème, hein, c'est qu'il y a 1100 véhicules, 468 places de parking, vous voyez le ratio. Alors même si vous dites de temps en temps, il y a des gens qui viennent pas avec leur voiture, qui viennent en métro, d'accord, il y a une petite navette qui relie la porte de Versailles et son siège social. Oh là, j'en ai déjà dit beaucoup trop. Mais quand même, ces gens-là continuent à venir en voiture. Et vous connaissez le budget de parking de ce siège social? Parce qu'il loue ses places en plus. C'est 1 million d'euros par an. Voilà, 1 million d'euros. Et bien, si on arrive à le baisser de 20%, c'est 200 000 euros. Voilà. Mais c'est tout simple. Vous prenez 100 000 pour vous et vous donnez 100 000 aux collaborateurs. Voilà. Et juste avec cette incitation du petit badge, enfin du bon point. Du bon point. Alors en plus c'est un petit peu ludique, c'est-à-dire qu'on est notre application, si vous avez le temps d'aller voir, c'est une boiteuse. C'est une petite application qui s'appelle GoTo, G-O-T-O-O, comme tu y vas aussi, et c'est ce qu'on appelle une application de checking. On y accède sur iPhone, Android et .fr, et à chaque fois que je dis ce que je fais, je gagne des points. C'est déclaratif. Ah, évidemment, on a mis des petits métamoteurs de contrôle, hein, mais chaque fois que je dis ce que je fais, je gagne. Plus ce que je dis est vertueux, plus je gagne. Plus je partage, plus je gagne. Donc c'est un petit peu ludique. Donc il y a deux choses qui sont importantes. Au bout du compte, ce qui va se passer, c'est qu'on rentre dans un cercle vertueux. Plus je déclare, plus je partage, plus je gagne. C'est un petit peu comme des applis comme Foursquare, je ne sais pas si vous connaissez,
où on check son lieu, là je check mon trajet. Voilà. Ce qu'il faut juste retenir dans tout ça, c'est que, ça rend vertueux la démarche. L'IT dans le dispositif est importante parce que jusqu'à présent on le faisait sur des papiers et sur des enquêtes de mobilité et que ça malheureusement ça a une fin, c'est ce qu'on appelle le diagnostic. Et après le diagnostic, il faut continuer avec des jeux, avec la mise en place d'outils. Voilà. Et moi le principe est très simple, je garantis au chef d'entreprise, je garantis au maire d'une collectivité un retour sur investissement que je vais mesurer et je vais lui dire vous ne donnez pas tout, vous en donnez juste une partie. Alors, vos applis, elles sont vertueuses aussi sur le plan de la consommation d'énergie? Alors en fait, on a fait un travail avec nos petits moyens, parce qu'on reste une start-up. Donc ça reste à faire peut-être. On est 5 personnes. Juste aussi pour illustrer, on était 0 il y a 3 ans, on est 5 salariés, et on clôture notre 3e exercice bénéficiaire. Donc c'est aussi pour dire que le développement durable et le Green IT, c'est pas fait pour perdre de l'argent, hein, c'est fait pour en gagner. D'ailleurs, à cette occasion, j'en profite pour juste faire un petit focus, un petit coup de pub. Si vous avez l'occasion d'acheter ce bouquin, c'est édité par l'AFNOR, donc c'est relativement sérieux. Ça vient juste de sortir ça. Voilà, on parlait du label Lucie, il fait partie des entités citées. Je ne veux pas citer toutes les entreprises, mais on fait partie des 22 entreprises qui ont été choisies pour dire le développement durable aujourd'hui et l'économie partenariat, c'est possible. Voilà. Et ça gagne de l'argent. Donc achetez-le, c'est un petit pratique sympa, ça coûte pas très cher. Nicolas Tonchon, est-ce que vous avez abordé le grand distributeur national de courrier? Parce que là, il y a des Solonios à distribuer à tous les gars qui transportent le courrier avec du vélo. Alors, c'est assez sympa parce qu'on remettait il y a 15 jours le prix de l'entreprise écomobile, le premier prix de l'entreprise écomobile, remis par l'Observatoire des véhicules d'entreprise et remis par l'AVER, qui est l'association qui rassemble les véhicules électriques en France. Et savez-vous à qui a été remis le premier prix? Il a été remis à Transway. C'est un petit coup de pub encore. Et le deuxième prix, le deuxième prix a été remis à la Poste. Voilà, c'était juste pour peut-être jeter devant la Poste sur ces sujets. Donc effectivement, la Poste peut adhérer à votre système ou là, alors, en fait, c'est compliqué parce que il y a plusieurs choses, mais ils ont une structure qui s'appelle Greenovia, qui est un petit peu concurrente à la nôtre. Mais on se bat. D'accord. Voilà. Merci Jean-Yves Bellet. Vous êtes directeur général de QOS Énergie, c'est une filiale du groupe Astelia. C'est une société d'ingénierie spécialisée dans le réseau intelligent. Vous allez nous expliquer ça. Donc Astelia, initialement plutôt dans les télécoms, hein, c'est l'historique du groupe Astelia depuis maintenant 12 ans, aussi bien en conception de réseaux télécoms qu'en déploiement. C'est d'ailleurs pour ça que vous retrouvez l'acronyme QoS dans la société QoS Énergie, puisque QoS en télécom c'est un acronyme extrêmement important, hein, puisqu'on parle de disponibilité et d'efficience globalement sur un réseau. Donc notre savoir-faire, en fait, on est tous issus du monde des télécoms, notre savoir-faire il vient des télécoms sur la partie exploitation de réseau, globalement. Mais là, on n'est plus dans l'exploitation de réseau de télécommunications, on est dans le réseau de distribution d'énergie. Voilà, donc on n'a franchi pas effectivement, non sans difficulté, pour se mettre à un segment de marché complètement différent. Donc QoS Énergie est assez récente, hein, donc 2 ans, on est basé à la Chapelle-sur-Eure, on est aujourd'hui 10 personnes, et on adresse 3 segments de marché là, qui sont représentés ici dans 3 couleurs sur la diapo. Le premier segment, c'est toute la partie production d'énergie renouvelable, bien sûr. On ne va pas adresser le marché des centrales charbon ni nucléaire, c'est pas trop dans nos gènes. Et le deuxième. Cela dit, si on vous le demande et pour faire des économies, vous êtes prêt à le faire quand même, non? Non, vous préférez le bazar organisé avec la multiplicité, la diversité. Enfin. La partie donc building et industrie, bâtiment, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas, donc c'est également un segment de marché qu'on adresse. Puisqu'il faut mesurer effectivement pour comprendre et pour agir. Je voudrais ajouter à l'argument mesurer, on ne fait pas de régime sans commencer par acheter une balance. Une balance, un pèse parcelle tout simplement, ouais. Voilà, c'est aussi un bon exemple. Et puis un troisième segment qui est plus complexe, que je vais aborder juste après, c'est la partie donc, Smart Grid, qui est en fait un petit peu la fusion des deux sujets de production d'énergie et de consommation de l'autre, et puis de maîtrise de la demande.
Voilà. En termes de référence, on avance assez vite, puisqu'en moins de 2 ans, sur la partie donc, énergie renouvelable, on vient de signer avec un gros opérateur allemand pour donc, la supervision de 250 centrales photovoltaïques. On travaille sur tous les sujets, éolien, méthanisation, hydraulique. Donc on avance très vite sur ces sujets-là, parce que c'est un sujet d'actualité, même malgré le moratoire, qui a largement bouleversé aussi la donne. Alors, est-ce que vous êtes confronté à des réseaux avec une source unique de distribution, ou à ce que j'évoquais tout à l'heure en parlant de bazar organisé, c'est-à-dire que finalement c'est dans la multiplicité des sources et le fait que ces sources ne produisent pas de la même manière au même moment, c'est cette diversité-là qui rend nécessaire précisément l'intelligence de la captation et de la distribution. Ouais, je n'ai pas tout à fait fini sur. Si vous pouvez revenir. Je vous en parle après du gros bazar, effectivement. Oui, oui. Et pourquoi du smart effectivement, il va falloir être smart dans les années à venir, parce que sinon on va être dans le chaos au niveau de l'énergie, effectivement. C'est très important. Et donc pour finir, CosEnergie développe pour le coup une plateforme logicielle, et c'est notre seule activité avec le conseil également pour tout ce qui est métrologie, donc pour capturer l'information de performance. Donc on développe une solution logicielle qui est capable d'adresser ces 3 segments de marché à partir de la même base. Et donc on a une conception très particulière, très orientée objet, là, il y a des informaticiens dans la salle, donc ça va leur en parler, justement pour adresser des choses vraiment très hétérogènes, et même au sein de chaque segment, c'est déjà très hétérogène. Voilà, c'est la particularité de notre plateforme. Bien, alors ceci étant posé, quel est le but de la manœuvre dans l'histoire? C'est d'économiser de l'énergie, c'est-à-dire ce que vous disiez, l'énergie à meilleure, c'est celle qui n'est pas dépensée. Alors, le but de la manœuvre, c'est, sur le premier segment de marché, c'est déjà de voir est-ce que je produis de façon nominale en fonction des conditions environnementales. Donc, par exemple, sur une centrale photovoltaïque, il est essentiel de savoir si la centrale fonctionne de façon optimale. Une centrale photovoltaïque, ça peut coûter plusieurs millions d'euros. Je parle bien sûr de grosses centrales au sol. Donc il faut savoir si tous les panneaux produisent de façon optimale. Donc ça, il faut forcément mesurer. Vous avez des capteurs sur chaque panneau à mettre en place, donc? Pratiquement, oui. Pas chaque panneau, mais pas loin. Oui. Pour savoir si le panneau, lui, produit de façon optimale en fonction des conditions dans lesquelles il est placé. Température, irradiation, vitesse de vent, etc. Oui, pas mal de choses. Et puis après, c'est la totalité de la ferme, puisque là, vous parlez de ferme photovoltaïque. Alors après, effectivement, progressivement, on prend sur une vision microscopique, on va s'éloigner du sujet, prendre une vision macroscopique, aussi bien en bâtiment qu'en production d'énergie, pour avoir une vision d'ensemble à l'échelle d'un parc. Est-ce que mon parc produit ce qu'il devrait produire? Faire également du prévisionnel, vous pouvez passer au suivant. Donc faire du prévisionnel également, c'est important pour l'équilibre du réseau. Alors, smart grid, c'est un sujet, c'est un mot extrêmement utilisé aujourd'hui. Pas forcément. Tout le monde n'a pas la même définition, parce que c'est extrêmement utilisé. Globalement, c'est donc les réseaux intelligents, littéralement, les réseaux électriques intelligents. L'enjeu ici, il est d'arriver à l'équilibre entre l'offre et la demande. Aujourd'hui, donc la situation actuelle, c'est qu'on produit donc de l'énergie de façon très centralisée à travers des centrales nucléaires qui produisent pas loin de 80% de l'énergie. Je note au passage qu'elles sont quand même sur votre slide. Les tours, là, c'est pas... Elles le sont volontairement parce que c'est la situation quand même actuelle. 80% de nucléaire, je crois que c'est 8% de gaz et 8% d'hydraulique. Il ne reste plus grand-chose pour tout ce qui est ENR, donc photovoltaïque, éolien et autres, méthanisation aussi par exemple. Donc l'enjeu, c'est qu'on va arriver un petit peu comme dans les télécoms à produire de façon complètement décentralisée. Et donc ça va venir... C'est un facteur d'économie, ça, ou au contraire, c'est un facteur de coût? Alors aujourd'hui, il y a 100 000 km de lignes de transport d'électricité, parce qu'on produit localisé et on consomme très loin. Si on parle de la Bretagne, les Pays de Loire, je pense que c'est un bel exemple. Donc on perd pratiquement la moitié de l'énergie qu'on a produite dans le transport. Dans le transport? Ouais. Je ne parle pas des plusieurs dizaines de milliers de transformateurs localement, ou des basse tension ou haute tension. Donc voilà, c'est très compliqué. Donc la réponse, c'est un facteur énorme d'économie. Oui. La décentralisation. Tout à fait. Alors, ça c'est assez complexe comme sujet, donc je vais pas essayer de familiar. L'objectif, bien sûr, c'est aussi de réduire aujourd'hui notre émission de CO2, c'est l'objectif des 3-20. Donc moins 20% de CO2, moins 20%, plus 1% d'efficience pour la partie bâtiment et industrie, et puis tout ça donc en 2020. Donc on y est très bientôt, donc il faut mettre les moyens en face pour comprendre l'équilibre d'un territoire. Un territoire, ça commence par un bâtiment, ça finit par un quartier, ça passe par un quartier, ça peut finir par un territoire entier.
C'est ce qu'on appelle donc les smart grids. Quand on vous suit, on se dit que votre outil, là, c'est presque un outil d'aide à la décision d'implantation de sources de production d'énergie en fonction du territoire, en fonction de ses conditions atmosphériques, parce qu'on est sur de l'atmosphérique malgré tout, globalement. Et donc, finalement, vous pouvez dire il faudrait implanter des éoliennes là, des panneaux photovoltaïques là, etc. Donc, c'est pas un peu ce qui vous tente, là, maintenant, d'aider aux décisions politiques, de pousser aux décisions politiques? Oui, enfin, en fait, nous, on ne donne que le moyen de le faire. Affiché, oui. L'expertise, en fait, n'est pas chez nous. Enfin, nos clients sont aussi des bureaux d'efficacité en énergie. Hein. Donc oui, sauf que vous mesurez. On est toujours un petit peu dans le gène de télécom, donc on ne va pas passer du jour au lendemain en expert en énergie. C'est un sujet très complexe. Donc on se focalise sur le moyen de le faire. Voilà, c'est déjà énorme. Hein. Sur ce qui est opérationnel de ce que vous avez fourni, quel est le gain que vous mesurez et quel est le gap qu'on peut espérer? Sur la partie bâtiment, il y a une chose très simple, c'est déjà de sensibiliser à l'usage. En montrant des choses, en montrant des graphiques ou des indicateurs. Rien que de faire ça, c'est déjà moins 15, moins 20% de consommation sur un bâtiment. Sans toucher au reste, sans prendre de décision de changer tel ou tel équipement parce qu'il n'est pas performant. Donc c'est déjà un bon début. Donc c'est aussi un outil de sensibilisation, c'est pas qu'un outil technique pour ingénieurs, hein, c'est également pour faire de la communication, faire de la sensibilisation à l'usage. Quand vous avez expliqué ces immenses réseaux qui résultent du produit local mais on consomme ailleurs, on se dit, mais après tout, il y a peut-être la même longueur de réseau si on produit décentralisé pour consommer décentralisé. Où est-ce qu'il y a, vous avez fait des calculs et que non, c'est vraiment, y compris sur l'existence même des réseaux, leur construction, leur maintenance, il y a des économies à faire. Pour faire très court, on va arriver à la parité réseau probablement dans 2 ou 3 ans en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera aussi avantageux de produire localement d'énergie verte que d'acheter son énergie nucléaire. Donc, ce qui va se multiplier, c'est bien sûr de la production locale ou de l'autoconsommation. C'est essentiel. Hein. Donc, chacun va vouloir produire son énergie à l'échelle de territoire, de région, de département. Donc, il va falloir pouvoir mesurer à quel moment je peux le faire. Est-ce que je peux passer l'hiver sans acheter d'énergie nucléaire? Oui, parce que c'est ça. Il y a tous ces enjeux, effectivement. Ça interdit d'importer après. Après, ça, c'est des accords contractuels, c'est autre chose. Oui, mais sauf que si vous êtes plus branché sur une toile d'araignée européenne, par exemple... Alors, couper le cordon sera bien sûr difficile d'ici à 3-4 ans, c'est évident. Néanmoins, on peut imaginer passer facilement 6 mois dans l'année, effectivement, sans être accordé au réseau. Oui. Alors, vous nous avez expliqué, si j'ai bien retenu, que vous avez appliqué des méthodes appliquées au réseau de télécommunications à des réseaux de production d'énergie et distribution. Est-ce qu'il y a, dans les autres réseaux ou dans les autres flux, des possibles points d'application de vos technologies qui permettraient de faire des économies aussi, distribution de carburant? Oui, complètement. Aujourd'hui, on est effectivement aussi... Il y a des séries de pompes à essence qui... c'est un secteur un peu trop carboné pour nous, mais... Des compagnies qui font ça, Non, je pense plutôt à la distribution d'eau, par exemple. On est aujourd'hui, effectivement, démarché par des opérateurs en eau, puisque techniquement, c'est pratiquement les mêmes problématiques. Hein. C'est l'offre et la demande, et puis c'est aussi mesurer un flux donc en production et puis en consommation. Il n'y en a pas d'autres? Non, comme ça de tête. Alors, il y a un autre bouleversement à venir, c'est l'arrivée des voitures électriques qui va bouleverser le paysage énergétique. Donc là, on est aussi adressé par des équipementiers qui font des bornes de recharge, par exemple, pour aussi mesurer l'impact que ça peut avoir sur l'échelle d'un territoire. Maintenant, ils arrivent à se recharger chez eux, les gens. Oui, sachant qu'en plus, le véhicule électrique sera un petit peu peut-être la batterie aussi sur roulette. Oui. À savoir qu'on pourra aussi se servir des voitures, d'un parc de voitures, pour stocker de l'énergie de façon temporaire. L'énergie verte, bien sûr. Et pour en produire, parce que quand on roule, on peut produire de l'électricité. Oui. Ben oui, parce que...